Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence aujourd'hui. Je m'appelle Benjamin Hoffman, je suis professeur associé de littérature française à l'Université Ohio State et le directeur de son centre d'excellence. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir le professeur Alain Maboncou qui vient nous présenter son documentaire Noir en France. Avant de présenter notre invité, je souhaiterais prendre un bref moment pour remercier celles et ceux, personnes et institutions qui ont rendu possible l'organisation de cet événement. Alors, nous sommes particulièrement reconnaissants au réseau des centres d'excellence et au service culturel de l'ambassade de France aux États-Unis pour leur précieux soutien. Par ailleurs, toute notre gratitude va également à la Villa Albertine, Chicago, et notamment à Axel Moller et Nicolas Doué. Nous tenons également à remercier le département de français et d'italien de l'Université Ohio State, ainsi que le Digital Media Studio, et tout particulièrement Doug Dengler et Alan Coleman, qui ont fait un travail magnifique pour préparer cet événement. Notre gratitude va également tout particulièrement à Madame Catherine Roger, l'agent du professeur Alain Maboncou, qui nous a prêté un secours vraiment inestimable afin de préparer cet événement. Enfin, c'est bien sûr à Monsieur Alain Maboncou lui-même que nos remerciements reviennent en premier lieu pour s'être rendu disponible en pleine période de promotion de son dernier roman, Le commerce des allongés, récemment paru aux éditions du Seuil, et pour nous avoir également donné l'autorisation de diffuser aujourd'hui son magnifique documentaire Noir en France. Alors Alain Maboncou, bonjour. Vous êtes de ceux qui n'est presque plus nécessaire de présenter, n'est-ce pas, puisque depuis 2017, votre nom est entré dans le dictionnaire Larousse. Mais néanmoins, nous allons nous prêter à cet exercice traditionnel en retraçant en quelques mots certaines des grandes lignes de votre carrière. Alors vous êtes actuellement professeur à l'Université de Californie à Los Angeles, où vous enseignez la création littéraire, la littérature francophone et la littérature afro-américaine au sein du Centre d'études africaines. Vous êtes né au Congo en 1966, vous avez grandi dans la ville de Pointe-Noire, qui est un lieu central dans votre géographie intime comme dans votre œuvre littéraire. Après des études de lettres et de philosophie, vous avez étudié le droit, d'abord à Brazzaville, n'est-ce pas, puis ensuite à l'Université de Nantes et par la suite à Paris-Dauphine. La légende raconte qu'à l'âge de 22 ans, alors que vous envoliez pour la France, vous emportiez déjà avec vous les manuscrits de poèmes qui seraient d'ailleurs publiés quelques années plus tard. Après une dizaine d'années passées dans le groupe Suez Lyonnaise des Eaux, vous faites connaître grâce à la publication d'un roman, Bleu, Blanc, Rouge, paru en 1998 aux éditions Présence africaine. Roman bientôt couronné par le Grand Prix d'Afrique noire. Ce succès marque le commencement d'une carrière à la fois littéraire et académique, n'est-ce pas? Puisque vous êtes devenu professeur de littérature francophone à l'Université du Michigan, avant d'être recruté en 2006 par l'Université de Californie à Los Angeles. Romancier et poète, vous êtes directeur de la collection Point Poésie et chroniqueur à l'Obs. Vos nombreux romans ont été reçus avec enthousiasme par le lectorat et la critique et ont été couronnés par des prix prestigieux tels que le prix Renaudot, reçu en 2006 pour Mémoire de Porc-Épic, le Grand Prix littéraire Henri Gall, qui vous a été décerné en 2012 par l'Académie française, ainsi que le prix Prince Pierre de Monaco, que vous avez reçu en 2013 et qui récompense l'ensemble de votre œuvre littéraire. Parmi les nombreux honneurs qui ont jalonné votre carrière, citons également votre élection pour l'année 2015-2016 au Collège de France, où vous avez occupé la chaire de création artistique. Alors aujourd'hui, vous êtes l'invité exceptionnel de notre centre d'excellence à l'Université Ohio State, qui vous accueille pour 2 événements. Un peu plus tôt aujourd'hui, vous nous avez fait l'amitié d'être l'invité de notre émission littéraire French Press, émission disponible sur YouTube qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France. Et vous voici aujourd'hui devant 2 publics
pour nous parler de Noir en France. Deux publics, en effet, puisqu'aux participants de ce webinaire sur Zoom se joignent de nombreux étudiants de l'Université Ohio State qui vous découvrent en ce moment même depuis un amphithéâtre sur le campus. Alors nous allons tous vous applaudir, virtuellement quoique chaleureusement, et vous inviter à prendre la parole afin de présenter le documentaire que vous avez réalisé avec Aurélia Perrault. Au terme de votre présentation, nous inviterons les membres du public sur Zoom à poster leurs questions par l'intermédiaire de la fonction Q&A. Enfin, peu avant 17h, heure de Columbus, n'est-ce pas, nous commencerons à regarder Noir en France en français, sous-titré en anglais. La fin de cet événement coïncidera avec celle du film lui-même. Alors encore une fois, un très grand merci pour votre présence avec nous, Alain Mabanckou, et bienvenue à Ohio State. Merci beaucoup pour cette présentation qui m'honore et par voie de ricochet qui honore également Aurélia Perrault qui a été dans le même bateau pour ce grand documentaire qu'on a diffusé en France, à France 2, en mi-janvier de cette année. Je voudrais donc remercier tous ceux qui ont concouru à l'organisation de cette rencontre, tous ceux qui ont concouru à mon invitation et aussi, vous l'avez déjà dit, à Catherine Roger qui, dans l'ombre, a travaillé pour que ceci soit une réussite virtuelle. Parce que j'ai même l'impression qu'aujourd'hui, la virtualité est la chose la plus difficile à organiser, tandis que les réalités, elles, deviennent parfois incertaines. Je suis content de savoir que ce film, Noir en France, qui en cette année 2022 a été le documentaire phare, le documentaire le plus commenté, le documentaire aussi le plus vu en France et peut-être maintenant dans le monde francophone, soit aujourd'hui un document nécessaire à la sensibilisation, à l'éducation, voire à la connaissance de cette question qui est celle de la marginalité, de peut-être l'altérité, mais surtout une question humaine. Déjà, je voudrais vous parler de la genèse peut-être de ce projet Noir en France. Évidemment, il y a eu plusieurs documentaires sur la question de l'immigration, des Noirs en France, des Noirs qui ont fait ceci, des Noirs qui ont fait cela. Est-ce qu'il s'agissait pour nous, Aurélia Perrault et moi, de refaire ce qui avait été fait? Est-ce qu'il s'agissait pour nous, Aurélia Perrault et moi, de redire sans cesse ce qui aurait pu être considéré comme des vérités toutes faites ou bien des formules toutes faites? Il nous fallait donc trouver une sorte de voie qui permette de parler de la question de Noirs en France autrement que ce qui avait été fait jusqu'alors. L'association Aurélia Perrault et moi-même était naturelle. Elle et moi sommes nés après les indépendances africaines. Donc, tout ce qui relève de la question coloniale, de la question des racismes dans les années 20, dans les années 30, nous sommes comme ceux qui ont lu ce sorte de discours à travers ce qui avait été écrit. Partons du fait qu'elle venait d'une culture qui était plutôt occidentale française et que moi, je puisais dans mes racines africaines, dans ma culture congolaise, les éléments de la perception de l'autre, nous nous sommes dit, nous allons revisiter la question. Moi, avec le regard de l'écrivain, elle, avec le regard aussi de celle qui est déjà dans le cinéma, de celle qui est déjà réalisatrice. Et donc, on a commencé à tisser cette histoire de Français qui n'ont pas la couleur attendue, de ces Français qui sont nés en France, qui vivent en France, qui se considèrent français, mais que la société française continue toujours à regarder avec une étrangeté comme si ces individus ne vivaient pas, n'étaient pas des Français.
Et c'est pour ça que nous avons recherché donc dans la foulée les vies essentielles des individus. Ce n'était pas de rechercher, par exemple, chaque histoire passée dans les années 20 ou 30. Nous voulions des personnages qui existent. Nous voulions des personnages qui étaient vivants. Nous voulions des personnages qui pourraient venir en quelque sorte témoigner d'eux-mêmes. C'est pour cela que vous verrez, quand vous allez regarder le documentaire, le film commence par la maternité, dans une maternité où il y a la naissance d'un bébé, où se pose déjà le questionnement même de la couleur de peau. Parce que beaucoup ignorent que lorsque les Noirs naissent, eh bien, il y a une couleur plutôt qui n'est pas celle que nous avons maintenant. Il y a une clarté de la peau qui va prendre la couleur locale, comme on dit chez les Camerounais de Francis Bébé plus tard. Et donc, dans ce sens, commençons l'histoire de Noirs de France depuis la naissance, on va aller jusqu'au crépuscule de la vie, jusqu'à l'âge de ces anciens qui étaient des Noirs de France. C'est pour cela qu'on voit tout d'un coup l'apparition, par exemple, des tirailleurs sénégalais. Mais au milieu, nous ne voulions pas simplement choisir des personnages qui étaient connus. Nous avons voulu rechercher, par exemple, une danseuse, Cathy, qui voudrait rentrer à l'opéra quelque part. Un petit jeune de Niort qui fait des rêves d'athlétisme. Nous voulions aussi voir que se passait-il du côté de la rencontre, de la mixité des couples. Nous voulions aussi voir, par exemple, quel était le questionnement vis-à-vis, par exemple, des personnes venant des territoires, comme on dit, ou des départements d'outre-mer. Donc, la question fondamentale était de savoir d'où viennent les préjugés qui, aujourd'hui, nous poussent à regarder les Noirs en France comme étant des étrangers ou des objets pratiquement exotiques. Non seulement cette question se posait, elle se posait avec acuité, puisque l'histoire montre que ces préjugés ne sont pas nés d'hier. Par voie de conséquence, le documentaire s'est fondé sur un certain nombre d'archives qui sont venues appuyer notre démarche dans la réalisation de ce travail. Ces archives sont tirées aussi bien des années 20, des années 30, des interviews de l'époque, en noir et blanc, des productions peut-être de théâtre, des sketchs, des éléments d'ailleurs de la vie quotidienne dans lesquels on voit les Français répondre à la question de la couleur. Et puis, au fur et à mesure que progressera le film, des intervenants de la pensée, je pense par exemple à l'intellectuel Mabula Soumaoro ou à l'historien Pape Ndiaye, parce qu'à cette époque où nous tournions le film documentaire, Pape Ndiaye n'était pas encore le ministre de l'Éducation de la France. Ce qui est intéressant, et je rigolais d'ailleurs avec certains amis en me disant que est-ce que ce ne serait pas le film Noir en France qui aurait poussé le président Macron à nommer Pape Ndiaye ministre de l'Éducation? C'était de l'ordre de l'anecdote, certes, mais les réponses que Pape Ndiaye donne à l'intérieur du film sont des réponses qui suscitent à la réflexion, qui poussent à la réflexion. Sont des réponses qui non seulement sont objectives, mais qui ne sont pas colorées en quelque sorte par une certaine pensée déjà héritée des préjugés d'antan. Mabula Soumaoro est une femme d'exception qui vient nous livrer l'expérience d'être une femme noire en France et de porter un nom difficile à prononcer, Mabula Soumaoro. Je le dis avec aisance. Est-ce parce que j'ai travaillé avec elle et que j'ai prononcé son nom
plusieurs fois? Non, parce que j'ai fait l'effort de me dire que, quelle que soit la complexité d'un nom, on finit par le retenir. Sinon, on ne s'en sortirait jamais. Mais quand on voit aussi l'expérience des personnes dites connues, des stars, comme Soprano dans le rap, des vedettes, des champions d'exception, comme Yannick Noah pour le tennis, venir nous parler dans ce documentaire de leur expérience personnelle, cela redonne de l'espoir. De savoir, par exemple, que Soprano, nous l'annonce dans ce film, est parmi les 4-5 personnalités les plus aimées en France. Ce n'est pas un paradoxe dans un pays où on pense que la couleur est un mur, mais lorsqu'on fait le sondage dans la population française, on se rend finalement compte que Soprano est parmi les 5 personnes les plus aimées en France. Non seulement Soprano est parmi les 5 personnes les plus aimées en France, mais parmi les 5 personnes les plus aimées en France, il y a plus de 3 Noirs. Est-ce que la société française serait-elle en avance comparée à la perspective politique? Est-ce que les hommes et les femmes politiques de France n'ont pas pris en otage la question de la couleur pour essayer de diviser une France qui, elle, cherche plutôt à comprendre son histoire et sans doute à se l'approprier avec ses pages les plus glorieuses et ses pages les plus sombres? Est-ce que la population française, peut-être c'est ça la question que nous nous posons dans ce documentaire, est-ce que la population française n'est-elle pas plus mûre que les personnalités politiques qui ont en charge de mener la nation? Parce que c'est cette population qui a toujours ouvert la porte aux autres. C'est cette population qui vit au quotidien avec ces individus. L'exemple le plus criard se trouvera avec plusieurs personnages dans ce documentaire où vous voyez une sorte d'amitié du paralytique et de l'aveugle, une sorte d'amitié entre un aide-soignant venant de l'outre-mer et une Française du 3e âge qui vivent dans une certaine harmonie, l'un marchant pour l'autre, l'autre voyant pour l'un ou l'une. Cette sorte d'amitié fait que on se partage tout, les musiques, les émotions, les angoisses et peut-être même la nourriture, la cuisine. Est-ce que, toujours dans ce même questionnement, ce n'est pas peut-être la complexité de couples mixtes, parce qu'à l'époque, ce qui posait à l'époque de la diffusion du documentaire, il y avait quelques arguments ou quelques paroles qui disaient que est-ce que vous n'auriez pas privilégié le couple mixte comme étant la solution pour l'intégration en France? Non, bien entendu. Il nous fallait des exemples dans chaque domaine, dans les catégories professionnelles, dans les catégories sociales, dans la vie de tous les jours, dans peut-être l'enseignement, mais aussi dans cette sorte de rencontre de l'homme et de la femme ou des individus entre eux qui n'ont pas la même couleur. Noir de France, dans ce sens, est un film qui est raconté de manière apaisée. En tout cas, je m'étais fait le pari de le raconter directement sans pour autant avoir cette sorte de parti pris, sans pour autant avoir cette inclination vers la démonstration, mais c'est simplement une véritable exposition des faits pour permettre à ceux qui regardent les documentaires de se forger leur propre opinion. Noir de France, c'est la relecture presque objective de notre histoire. Noir de France permet plus ou moins de dire à quiconque qui regarde les documentaires
que ceci n'est pas l'histoire des autres, c'est notre histoire. Et comme c'est notre histoire, nous sommes comptables de ce qui se passe à l'intérieur. En aucun cas, nous sommes étrangers aux réalités que vivent les Noirs de France, c'est-à-dire les réalités de la discrimination, les réalités peut-être de l'éloignement et les réalités de l'étrangeté. Nul ne peut être étranger dans son espace. Et les Noirs de France sont des Français à part entière et non des Français entièrement à part. Voilà ce que nous renseigne ce documentaire et j'espère que en le regardant, vous saurez reconnaître cette passion qui animait Aurélia Perrault et moi-même de faire ce documentaire et nous étions très heureux d'apprendre que le documentaire avait fait les audiences exceptionnelles en cette période et que ce qui était considéré comme un sujet clivant intéressait la plupart des Français. Et nous espérons que des documentaires de cette nature vont proliférer pour que notre histoire soit lue par tout le monde et connue par tout le monde, pour le meilleur et pour notre bonheur également. Merci beaucoup. Très bien. Un grand merci pour cette très belle présentation. Malheureusement, on ne peut pas vous applaudir collectivement, donc je le fais au nom de tout le monde, n'est-ce pas? Alors, je vais inviter l'assistance, nos amis sur Zoom à poser leurs questions. Si vous voulez bien utiliser la fonction Q&A pour poser une question qui sera vue par le professeur Maboncourt. De mon côté, afin peut-être de lancer la conversation, je voudrais vous poser une première question, avant donc de laisser la parole à tout un chacun sur Zoom, et revenir à cette note d'intention que vous avez écrite justement avec Aurélia Perrault, à laquelle vous avez rendu justice et hommage aujourd'hui. Vous écrivez avec elle, je cite, les témoignages se répondent, se confrontent, se mêlent. L'accumulation de ces points de vue nous permet de constituer des expériences partagées par tous les Noirs, un commun, un universel. D'après vous, en quoi consiste cet universel noir qui permet de dépasser le particularisme des situations individuelles? Je pense que bon, déjà, je pense que quand on parle de l'universalité, le mieux pour nous tous serait de ne pas la colorer. Moi, je pense que si je parlais de l'universel, je parlerais dans l'ensemble des couleurs, des cultures. Les cultures sont évidemment différentes. Les cultures nous permettent de pouvoir transmettre ce que nous avons dans notre entourage. Lorsque nous avons parlé de l'universel dit noir, moi je pensais que de l'universalité de ces cultures. Il n'y a pas de culture, disons, inférieure. Les cultures sont différentes. Et je pense que c'est parce que nous n'avons pas pris la dimension de la variété et peut-être de la pluralité des cultures qu'on a toujours voulu imposer notre culture sur les autres et de penser que nous avions le monopole même des civilisations. Donc, un film comme Noir de France est un film qui vient donner l'illustration que même lorsque nous parlons de la question noire, en réalité, nous parlons de la question de l'individu, de l'humanisme. L'individu, l'être humain, l'homme, la femme, eh bien, nous avons ce même destin. Eh bien, ce destin doit être lu en commun. Très bien, merci beaucoup. Alors, je crois que vous avez déjà trois questions qui apparaissent. Donc, je vous invite à utiliser à la main Bankou la fonction Q&A et à sélectionner les questions qui attirent particulièrement votre attention. Je pense qu'il y a une question de Valérie Orlando qui dit quand est-ce que nous pouvons l'acheter. Je pense que ce n'est pas un film, nous ne sommes pas en train de vendre un film, ma chère Valérie. C'est un film pour ceux qui sont en France, ils peuvent toujours le voir par le biais de replay, dans rediffusion, sur la chaîne de France 2. Et je pense que c'était passé encore à France 5. Donc, c'est un film qui se voit gratuitement sur la chaîne de France 2. Et puis, on a une autre question de Marius
Kahake, excusez-moi. Professeur, pensez-vous que la question du noir en France se pose avec la même acuité que la question des Arabes en France? Pensez-vous que l'intégration est un problème systémique en France? Moi, je pense qu'il y a des spécificités. Je veux dire que la politique de la France dans le monde arabe est spécifique à ce monde et la politique de la France qu'elle a faite en Afrique subsaharienne également. Parce que, je pense que dans le monde arabe, s'y était ajouté aussi ce conflit même de la conception des religions. Parce que pour la plupart en Afrique centrale, par exemple, où on nous a imposé la chrétienté, le christianisme, etc., etc. Donc, il faut toujours lire ces questions par rapport aux particularités géographiques de ces espaces. On ne peut pas faire une étude globale dans ce sens. Et Armel Gamale dit, compte tenu de votre vécu aux États-Unis et en France, quelle analyse comparative pouvez-vous établir entre la présence noire en France et celle en Amérique? Je pense que la présence noire en France et la présence noire aux États-Unis est différente dans le sens où, aux États-Unis, les Noirs qui sont allés là-bas ont la même histoire. Ils ont transité, ils ont fait ce qu'on appelait le commerce triangulaire. Ils ont été victimes de ce voyage tragique. Donc, ils ont une certaine unité dans le sens de la réception de leur histoire. C'est pour cela que dès que vous touchez à la question noire aux États-Unis, tous, ils sont dans l'indignation générale parce que vous touchez à un des éléments de leur histoire. Ils ont une communauté noire en tant que telle. En France, j'ai toujours dit que c'était différent parce que les raisons de notre arrivée en France varient. Certains sont arrivés pour faire des études, d'autres sont arrivés pour des mobiles économiques, d'autres encore sont des exilés politiques, et d'autres encore sont là pour leur mariage, etc. L'immigration légale, clandestine. Donc, on n'a pas une unité dans l'arrivée en France et nous n'avons pas les mêmes objectifs. C'est pour cela que lorsqu'il y a une indignation concernant la couleur de peau, on n'arrive jamais à avoir un terrain d'entente parce que les mobiles divergent. C'est pour cela que j'avais dit un jour qu'en France, il n'y a pas de communauté noire. La communauté noire existerait si et seulement si les problèmes et les revendications qui étaient de cette communauté avaient pour fondement les injustices et les inégalités subies en France. Alors, donc, je crois que les questions pleuvent. Alors, Liliane Doshima, merci pour une présentation très intéressante. Je suis très ravi de vous voir en étant l'auteur, que ces œuvres ont beaucoup facilité mes études doctorales. En ce qui concerne ce film, je voudrais savoir, à votre avis, comment peut-on lutter contre cette discrimination que souffrent ces Noirs en France? Je pense que je vous invite à regarder vraiment le film, et des films comme ceux-ci aussi permettent de comprendre. Parce que pour lutter contre quelque chose, il faut d'abord comprendre pourquoi, sur quoi on va porter notre lutte. Donc, déjà comprendre, déjà étudier cette histoire pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc, je vous invite à regarder le film. Christian Tilly, d'après mon expérience en France, j'ai remarqué que culturellement, les Français ne sont pas aussi conscients des différences raciales que les Américains. Ma mère d'accueil m'a dit un jour, parfois je regarde autour de moi et j'ai l'impression que je ne suis plus en France. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Bon, je pense que c'est pas forcément une phrase que j'approuverais. Je veux dire que c'est quoi la France? Est-ce que c'est un territoire neutre qui est arrivé là sans une histoire? Est-ce que ces Noirs ne sont pas venus en Europe pour défendre la France qui était occupée par l'Allemagne? Est-ce que ces Noirs ne sont pas allés se battre au nom de l'Empire français? Donc, il faut aussi avoir une reconnaissance de l'histoire. La photographie de la France n'est plus en noir et blanc, elle est en couleur. Alors, Nina Diata. Bonsoir, ne pensez-vous pas
pour qu'il y ait une vraie réconciliation, il ne faudrait pas intégrer l'histoire des pays colonisés dans le programme français. En Afrique francophone, il y a eu un apprentissage de l'histoire, de son climat, de sa géographie, de sa littérature. Eh bien, c'est pour ça que nous luttons, c'est pour ça que nous enseignons les civilisations africaines, aussi bien aux États-Unis, ici, ou ailleurs, au Collège de France. Voilà, il est nécessaire effectivement d'apprendre notre histoire. Alors, Elisabeth Collins, bonjour Alain, si on souhaite enseigner le documentaire à nos étudiants ou étudiantes aux États-Unis, sera-t-il possible de le visionner aux États-Unis? Je pense qu'il suffira simplement de demander la permission à la production. Et il y a le documentaire, par exemple, actuellement, à l'Université d'Ohio State, ils vont le diffuser aux étudiants. Donc, le documentaire est sous-titré en anglais, en espagnol, en portugais. On continue à multiplier les langues. Oui, c'est possible. Il suffit que vous fassiez la demande à la production. Essayez de rechercher sur le web, vous allez trouver la société Bangoumi. Alors, Latifa Zoulag, qu'en est-il de la question religion, ethnicité est-elle accentuée par la couleur de la peau? Je pense que c'est une vaste question que vous posez là sur la religion, l'ethnicité et la couleur de peau. Vous savez qu'il y aurait à développer sur la question de la peau dans la Bible, la malédiction, qu'on disait la malédiction de Cham, que nous autres, les Noirs, nous aurions reçu cette couleur de peau par une sorte de malédiction de nos ancêtres, etc., etc. Bien, on écoute la plupart de ces éléments avec parfois beaucoup de stupéfaction parce qu'il y a beaucoup plus de préjugés que de réalité là-dessus. La religion, vous savez, est une des expressions de notre humanité. Les Africains n'ont pas en tant que tel une seule religion. Chez moi, au Congo-Brazzaville, nous avons plusieurs dieux, nous avons plusieurs croyances et la religion chrétienne est venue se superposer avec la colonisation. Et donc, nous n'avons jamais eu en tête de nous dire que nous avons un seul Dieu, ce que recommande en principe la Bible. Mais vous savez vous-même, le conflit de culture demeure un des problèmes les plus cruciaux de ce monde. Alors, j'espère que je ne saute pas, je vais aller vers la fin. Ahmed El Garnaoui. Les petits dans le documentaire ne mâchaient pas leurs mots. Ils sont magnifiques. Comment pouvaient-ils digérer des insultes du genre « vous mangez du caca, donc vous êtes noir ». Mais c'est insupportable. Je pense que c'est la vérité sort de la bouche des enfants. Ces enfants n'ont pas été téléguidés. Nous avons ouvert les micros, nous avons posé la caméra et nous avons fait autre chose et ils ont répondu à leurs questions. Ils ont répondu aux questions qui leur étaient posées et nous-mêmes avions été surpris par l'ampleur de ces réponses et peut-être même l'étrangeté de ces réponses. Ça montrait peut-être que nous avons beaucoup à faire pour l'éducation peut-être de nos enfants. Alors, Jennifer Tamas, que pensez-vous du métissage perçu autrefois comme un exemple réussi de mixité, tandis que c'est devenu presque un mot tabou aujourd'hui en ce qu'il reprend les catégories raciales qu'on trouve dans l'encyclopédie au XVIIIe siècle? Merci d'être là, c'est extraordinaire. J'ai hâte de découvrir le documentaire. Moi, je pense que le métissage étant un exemple réussi, ça dépend. Il faut, là encore, nuancer les choses. Qu'est-ce que nous entendons par métissage? Le métissage n'est pas seulement une histoire de couleurs. Il y a les cultures, il y a peut-être la tolérance vis-à-vis de l'autre. Est-ce que l'un peut coexister à côté de l'autre? Ce qui est le plus important, c'est de connaître l'autre et de l'accepter dans sa différence et de savoir que nous formons une seule humanité et de savoir qu'il n'y a pas d'interdit entre nous. Les êtres humains se rencontrent.
Même cette histoire de métissage, ben, vous savez vous-même que lorsqu'il y a des extrémismes, leur territoire où ils vont régner, c'est peut-être le refus de la rencontre des uns avec les autres. C'est la division, c'est la compartimentalisation des choses. Alors, voilà que je regarde encore. Ahmed El Garnaoui. Alain Mabankou, vous écrivez dans tous les genres, romans, poésie, essais. Je pense que vous n'êtes pas que romancier. Bon, c'était un constat. Merci beaucoup. Alain. Bonjour Alain. Si on souhaite enseigner, bon, ça je l'avais vu. Jean Miernovski. Quel serait l'élément de pensée de Frantz Fanon que vous jugez avoir résisté au temps historique qui reste d'actualité aujourd'hui en France? Et quels sont les éléments de pensée de Fanon qui vous paraissent dépassés par les changements historiques? C'est difficile pour moi puisque je suis un admirateur absolu de Frantz Fanon. Pour moi, il reste l'un des penseurs les plus pointus, les plus visionnaires et celui qui avait vu avec acuité le problème d'aujourd'hui. Lorsque Frantz Fanon dit, par exemple, qu'il refuse de s'enfermer dans sa négritude, eh bien, il chante déjà le fait du dépassement du communautarisme pour être ouvert au monde. Et rien que cette pensée de Frantz Fanon donne déjà naissance à ce que nous appelons le courant presque de l'ouverture au monde. Cette fameuse identité rhizome, cette fameuse identité presque de la poétique de la relation que chantait ou que professait l'autre penseur Édouard Glissant de la même île de la Martinique. Donc je pense que aujourd'hui, quand on relit par exemple Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon, on est frappé par la précision, l'actualité de ce texte. Je pense même que ce texte était trop tôt arrivé à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, je vous donne le pari, ouvrez Peau noire, masque blanc, vous allez voir, toutes les questions sont là. L'aliénation mentale, l'aliénation coloniale, le refus parfois de certains Noirs de leur propre culture, la pensée selon laquelle c'est la couleur blanche qui les domine, tout est à l'intérieur de Peau noire et masque blanc. Partant de là, peut-être que l'assertion de Frantz Fanon de dire que c'était une sorte de psychanalyse qu'on devait opérer chez l'homme ou la femme noire pour essayer d'enrayer dans sa tête le déterminisme pratiquement dermique et épidermique des choses. C'est peut-être une solution radicale dans ce sens, mais il n'était pas loin de nous rappeler qu'il est essentiel que nous puissions éradiquer la plupart des préjugés qui sont réfugiés dans notre arrière-pensée ou dans notre inconscient et qui font parfois défaut et qui nous empêchent, j'allais dire, d'être optimistes ou d'aller de l'avant parce que nous sommes faibles à cause de ce qui nous a été enseigné et qu'on a accepté les yeux fermés. Alors, donc, Valérie Rolando, je l'avais vu. Voilà. Et là, oula, David Yesaya. Alors, c'est une longue question. Hein? Bonjour à tous, merci à l'hôte, OSU et à l'auteur. Voilà. Vous avez mentionné une lueur d'espoir dans votre communication et dans votre documentaire. En effet, en parlant de Soprano comme une des personnalités les plus aimées de France, j'y ajoute bien évidemment Omar Sy, Jamel Debbouze, Zidane ou encore Yannick Noah. Cependant, on remarque que toutes ces célébrités tombent dans la catégorie du divertissement. D'une certaine manière, cet amour pour l'autre en France fait voir un relent colonial.
Cette époque coloniale où l'autre n'était rien d'autre qu'un pitre de service, ou pourrait-on dire le bouffon du roi. À votre avis, ne serait-il pas plus pertinent et montrerait une plus grande ouverture d'esprit de décolonisation d'une mentalité coloniale si le noir en particulier ou l'autre en général serait plutôt des noirs qui déjouent aussi les stéréotypes raciaux comme Pape Ndiaye, Ramayad, Roselmack ou même… Je vous comprends, cher David Yesaya. Je ne pourrais pas me contenter, par exemple, de minimiser, par exemple, ce que Omar Sy apporte pour le cinéma français, pour le rayonnement du cinéma français dans le monde. Je ne pourrais pas minimiser ce que Jamel Debbouze apporte sur la scène dans le monde. Je ne pourrais pas minimiser, par exemple, aussi Zidane pour ce qu'il représente pour le sport, ou Yannick Noah, ce qu'il représente. Mais ça, c'est simplement ce que vous voyez. Il y a aussi dans l'ombre comme ça, et c'est peut-être même l'expérience de notre film, qu'il y a comme ça des individus qui travaillent dans l'ombre que vous ne connaissez pas, qu'ils soient comme Sako, qu'ils soient comme des chefs cuisiniers étoilés, qu'ils soient peut-être des femmes qui travaillent comme Madame Alouette, qui travaillent pour la Cour des comptes, Conseil d'État, etc. Il y a des personnalités qui existent dans plusieurs domaines, mais qui ne sont pas forcément des domaines de reconnaissance ici. Il y a des personnalités, je veux dire, imaginez qu'en 1921, on avait René Maran, qui avait eu le Goncourt dans les années 20. En 1958, il y avait les Édouard Glissant qui avait eu le Renaudot avec son roman La Lézarde. Et on a comme ça des politiciens qui sont passés aussi à l'époque. Félix Tikaya du Congo-Brazzaville, qui était un grand politicien français, siégeant là-bas au Parlement français. Il y a beaucoup de personnalités, c'est parce que nous ne prenons pas le temps d'étudier cette histoire. Et évidemment, on ne montrera que ce qui se montre à la télé et que tout le monde voit. Pour le reste, c'est à nous d'aller bêcher, de voir ce que Liliane Thuram appelait ces étoiles noires qui continuent à briller dans un ciel qui parfois leur est très, très indifférent. Voilà. Alors, Lucille Toth, pour qui avez-vous écrit ce film? Quel public avez-vous en tête en le pensant et en le faisant? Pour les Noirs invisibilisés en France? Pour les Blancs qui ont besoin d'être éduqués? Moi, je pense, chère Lucille, que quand vous faites une œuvre, quelle qu'elle soit, qui demande votre imaginaire, on ne pense pas d'abord pour qui on va faire un film. On a le plaisir de vouloir ouvrir les pages d'une histoire. On a le plaisir de contribuer au recul des préjugés ou à la cécité qui recouvre une question. Bien entendu, je pourrais dire que on a fait le film pour les Blancs, mais les Blancs, ils sont maltraités à l'intérieur aussi. Je pourrais dire on a fait le film pour les Noirs, mais les Noirs non plus n'ont pas la bonne place. Donc, on a fait le film avec une certaine objectivité qui ferait que c'est à vous qui regardez le film de savoir ce qui vous touche et ce qui vous laisse indifférent. C'est une œuvre à juger selon votre intime conviction. Mais nous ne sommes ni animés par un groupe ou par un autre dans le but de faire la promotion de quoi que ce soit. Et vous verrez même le ton du film n'est pas un ton de guerre, d'acrimonie, mais c'est un ton de la narration. Quand je raconte le film, je le raconte comme si je racontais l'odyssée de tout un peuple, de tout un groupe de population
qui a contribué ou qui continue à contribuer à la gloire de la France. C'est pour cela qu'à l'intérieur, ce n'est pas forcément l'histoire de France telle que l'on vous l'a enseignée à l'école, mais ce sont les vies individuelles qui font l'histoire. Donc, c'est 6 à 7 personnages qu'on a pris et qu'on a suivis et qui nous racontent leur France. Est-ce que ces personnages sont mus par un groupe? Non. Ils racontent ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont vécu va un jour devenir l'histoire générale. Alors, Lucille. Alors, Latifa Zoulag, j'aimerais bien savoir votre opinion en ce qui concerne l'immigration intra-africaine vers le Maghreb en particulier, vu la position géographique d'un pays comme le Maroc, par exemple. Ne voyez pas une certaine dualité Afrique du Nord vs Afrique du Sud, nourrie par le rejet européen de l'immigration africaine. C'est vrai qu'on a tendance à minimiser l'immigration intra-africaine à l'intérieur du continent. Je pense que c'est l'une des immigrations les plus répandues, c'est-à-dire que la mobilité à l'intérieur du continent est telle que nous sous-estimons l'importance de cette immigration-là. Mais c'est dans le sens même de la mobilité que de tourner autour des pays qui sont limitrophes ou à l'intérieur du continent. Mais maintenant, les tragédies qui se sont rajoutées, c'est quand aussi nous traversons de l'autre côté de la Méditerranée, etc., etc., les drames qui sont survenus là-dessus. Mais nous, en tant qu'Africains, dans notre conception, lorsque nous avons une immigration, par exemple, au Congo-Brazzaville, une immigration ouest-africaine qui arrive au Congo-Brazzaville, nous n'avons jamais perçu ces ouest-africains comme étant nos ennemis. Tout au plus, ils venaient faire ou ouvrir des activités qui faisaient défaut à notre pays. Le petit commerce, la vente des pannes wax dans le marché, les alimentations de proximité, beaucoup d'éléments. Les Congolais n'avaient rien fait avant. Et grâce à ces immigrés ouest-africains, eh bien, l'économie a commencé un peu à fleurir et peut-être même à donner du travail aux autres. Donc, l'immigration intra-africaine, nous avons toujours su faire de sorte que la part d'hospitalité et d'humanité l'emporte sur le rejet. Mais c'est souvent par la suite que les hommes politiques essaient de nous diviser là-dessus. Voilà. Il nous reste sans doute un petit peu de temps pour au moins une question. Je me permets d'attirer votre attention, Alain Mabankou, sur la question posée par ma collègue, professeur Daniel Max Kouras. Elle l'a posée à 4h43, si vous la retrouvez dans le Q&A. 4h43. Ah oui, mais quand 4h43, c'est l'heure de chez vous là-bas. Laissez-moi regarder. Alors, ah oui. Daniel Max Kouras, qui est une professeure dans notre département. Au 4h43. Je peux la lire peut-être pour vous? Je l'ai vu. Ah, très bien, allez-y alors. Voilà. Bonjour, vous avez parlé de la popularité des Soprano et de Noah parmi les Français, mais lors des élections municipales 2001 à Toulouse, Salah Amokran, frère aîné des 2 chanteurs de Zebda, a dit « On peut être rappeur ou footballeur, mais quand un arabe cherche à être personnage politique, il ou elle est devenu de nouveau renvoyé par le racisme. » D'où le slogan de Blasi, de Douce Blasi, « Pas d'arabe au Capitole ». Est-ce que vous faites cette distinction aussi dans votre film? Je pense que les personnages qui sont dans le film, y compris les sopranos, et même parlent de cette distinction. Le problème, c'est que quand soprano, dont la femme est plutôt, je crois, basque, ou je me souviens, mais elle est dit, ou d'origine basque, il est dit dans le film que
lorsque sa femme qui est blanche est avec Soprano qui est noir, quand ils sortent, c'est tous les honneurs. La femme a tous les honneurs. Et quelle que soit la couleur. Mais lorsque la femme maintenant va seule au même endroit, on ne le regarde plus de la même manière. Parce que la présence et la visibilité ont changé les choses. Mais ici, n'oubliez pas que nous sommes sur l'aspect politique. L'arène politique est l'endroit où prospèrent tous les populistes et tous les coups sont permis là pour éviter l'élection de quelqu'un d'autre qui ne soit pas de la même couleur ou du même embranchement. Mais heureusement, les choses sont en train d'aller dans le sens même de l'élection des individus par ce qu'ils proposent et non pas par la couleur de la peau qui est là. Nous avons trouvé maintenant dans le gouvernement français, vous avez des ministres, ils sont noirs. On est dans un monde où on ne peut plus dire pas d'arabe au Capitole. Ça veut dire quoi? Ceux qui disent pas d'arabe au Capitole, pourquoi quand la France était menacée pendant la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi ils n'avaient pas dit pas d'arabe et de noirs pour venir secourir la France qui est attaquée? Il faut qu'on arrête peut-être ce genre de situation. Et vers la fin du film, vous allez voir comment les tirailleurs sénégalais vont intervenir pour expliquer justement pourquoi ils avaient senti la nécessité de défendre la France qui était menacée. La plus belle réponse est peut-être celle de ces gens qui se sont battus pour la France et qui n'attendaient pas d'être reconnus et qui ont même été bombardés parce qu'ils demandaient leur solde. Ça s'appelle le massacre de Thiaroye au Sénégal, où on a bombardé les pauvres anciens combattants de la guerre qui voulaient simplement demander leur solde parce qu'on payait leurs amis français, leurs collègues français, et ils n'avaient rien, et la France les a bombardés. Voilà. Et il nous reste sans doute le temps pour une dernière question. Il me semble que Nia Seeling-Shatner a posé une question à la fin du chat, qui sera la question de la fin, avant que nous ayons le plaisir de regarder ensemble votre documentaire. Alors, Nia Seeling-Shatner, bonjour Alain, merci beaucoup pour cette discussion très intéressante. Est-ce que vous avez reçu des réponses inattendues au cours du tournage du documentaire? Est-ce que tous les personnages du film ont raconté une histoire attendue? Je pense que non. On ne s'attendait pas à certaines histoires ou à certaines réponses. Parce que si c'était vraiment des choses attendues, ça ne serait plus un documentaire qui nous enflammerait. Ça serait simplement du déjà fait. D'ailleurs, vous avez vu comment, dès l'entrée du film, le test de la poupée, où on a mis des enfants noirs avec des poupées noires et blanches. Les enfants noirs choisissaient les poupées blanches. Comment ce test a créé une sorte de buzz presque qui a fait oublier le reste du film. Donc, c'est parce que, justement, ces réponses étaient exceptionnelles, inattendues, directes et franches, que cela a donné vraiment un film qui nous honore, un film dont je ne cache pas jusqu'à présent la fierté d'avoir contribué avec Aurélia Perrault à le réaliser, à le faire. Très bien, merci infiniment. C'est une parfaite transition. Je crois que nous avons toutes et tous très envie maintenant de découvrir ce documentaire. Encore une fois, c'est un petit peu l'ingratitude de ces événements sur Zoom en ligne. On ne peut pas vous remercier, vous applaudir. Donc je me permets de le faire chaleureusement au nom de toutes et tous, de nos participants à Ohio State, nos participants en ligne également. Merci infiniment Alain Mabanckou pour votre présence, pour votre disponibilité, pour vos réponses spontanées aux questions qui ont été posées par notre assistance aujourd'hui. Merci infiniment. Et je vais me tourner à présent vers mon collègue Alain pour lui demander de bien vouloir commencer le documentaire. Et encore une fois, merci infiniment. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous.